Octobre 1929, Wall Street s'effondre. En une seule journée, plus de 16 millions d'actions sont liquidées. L'économie américaine entre en chute libre, entraînant avec elle les banques, les entreprises et les foyers. C'est le début d'un cauchemar économique mondial nommé la Grande Dépression. En 1930, le Congrès vote le Smooth Hawley Tariff Act. Des centaines de produits étrangers sont frappés par des taxes colossales. Le mot d'ordre est simple, sauver les emplois américains. Mais le monde ne reste pas silencieux, les partenaires commerciaux de l'époque répliquent. C'est le début de la guerre commerciale mondiale. En quelques semaines, le commerce international est divisé par deux, la crise économique devient planétaire et la misère universelle. 95 ans plus tard, un autre président, un autre monde, mais la même stratégie, les tarifs douaniers reviennent sur la table. Est-ce une menace économique? Est-ce un jeu d'influence? Cela dit, cet autre président américain ressuscite la même arme, menace sur les partenaires commerciaux historiques et surtout bras de fer avec la Chine. Mais attention, cette fois-ci la logique n'est plus défensive, c'est une stratégie offensive, calculée, méthodique et totalement globalisée. Derrière les slogans, il y a une architecture, une vision, une guerre silencieuse pour la monnaie, pour l'industrie et pour la souveraineté. La question est la suivante, et si les tarifs douaniers n'étaient pas une erreur du passé, mais l'arme du futur? Voici donc la stratégie pas à pas de Donald Trump. Si toi aussi tu es partant pour te former à l'analyse fondamentale, tu peux dès à présent candidater pour Finology, qui n'est pas un simple projet, mais un espace restrictif dans lequel je t'enseigne tous les points obligatoires à connaître, que tu sois un particulier qui n'ait jamais entendu parler d'économie, ou un trader investisseur déjà rudement avancé sur le sujet, qui cherche à approfondir la globalité de ses connaissances en interprétation économique dans le but de venir compléter ton analyse technique sur les graphiques. On va pouvoir du coup dans cette vidéo observer un petit peu tout ce qui peut se passer avec Donald Trump et justement la stratégie cachée derrière les tarifs douaniers. C'est vrai que beaucoup font des vidéos, beaucoup essaient de nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, mais très peu finalement arrivent à saisir la réalité du message derrière. Encore une fois, cette vidéo n'est pas destinée à expliquer ça en 10 minutes, on va vraiment rentrer dans tous les détails, ok, en 6 parties, pour que vraiment vous puissiez comprendre la totalité entre guillemets, des détails à bien saisir pour vous, investisseurs, traders ou fondamentalistes, à venir appliquer sur vos écrans ou tout simplement à vos portefeuilles pour que la suite derrière soit plutôt, on va dire, bonne à vivre sur tous les aspects. Alors, premier point justement, c'est que le dollar trop fort, c'est l'ennemi invisible de l'industrie américaine. Il faut comprendre que Trump, il a réalisé un truc super simple, mais crucial, c'est que si la monnaie, elle est trop forte, les produits deviennent trop chers à l'étranger, donc moins les gens, entre guillemets, les achètent, entre guillemets, moins c'est P1 pour la balance commerciale des États-Unis, ça tue les exportations, donc les usines, elles tournent moins, donc il y a moins d'emplois, et l'Amérique industrielle meurt petit feu à petit feu, d'accord? Mais pourquoi le dollar est trop fort? C'est vrai que c'est la question. Pour la bonne et simple raison que la monnaie mondiale de référence, c'est le dollar. Elle est utilisée pour le pétrole, le commerce et les dettes, et elle est surtout perçue comme une valeur refuge par tous les investisseurs du monde vis-à-vis de la solidité du stock market américain et le fait que ce soit baqué sur la plupart des marchés les plus importants aujourd'hui sur la planète. Et surtout, entre guillemets, c'est, comme je vous l'ai expliqué, la destination préférée pour placer son argent en sécurité. Résultat, on a une demande constante pour le dollar qui fait monter sa valeur sur les marchés, et ça, c'est un problème évidemment pour exporter. Dans la réalité des faits, que le dollar est utilisé à 44,15% dans les échanges internationaux. Après, on a l'euro ici à quasiment 16,14%, le JPY, le GBP, l'AUD, le CAD, le CHF, le CNY, donc la monnaie chinoise, etc. etc. D'accord, donc on comprend bien qu'aujourd'hui le dollar a une place beaucoup trop hégémonique pour, entre guillemets, les perspectives commerciales de Donald Trump. Effectivement, ici, si on observe les écrans, entre mai 2021 et septembre 2022, l'euro par rapport au dollar a perdu quasiment ici 23% de pouvoir d'achat. D'accord, donc effectivement là, toute cette partie-là est justement, on va dire, inclus et a été provoquée par l'Istrus en 2022, c'est un autre sujet qui a fait tomber l'euro et le GBP, mais au plus bas on était à moins 23%, ici vous voyez on a à peu près la moitié, donc on est encore à moins 12,5%, ok à peu près, on va être très sympathique, donc vous voyez c'est quand même énorme. Ici on a le NZD-USD, pareil, on est sur le même constat depuis le plus bas de 2022, on était descendu à quasiment moins 30%, l'AUD moins 25%, et on est encore sur les plus bas à l'heure actuelle, et ici le pire c'est le GBP-USD, depuis 2013, c'est-à-dire depuis 12 ans, ok, le GBP par rapport finalement au dollar vis-à-vis, entre guillemets, des marchés financiers, depuis son dernier point bas ici, avait perdu quasiment 40% de pouvoir d'achat. Donc évidemment, ça ne rentre pas du tout en compte avec la politique commerciale et les volontés de Donald Trump. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi la Fed, elle ne fait rien? Ce qu'il faut vraiment pouvoir saisir, c'est que la Réserve fédérale des États-Unis, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, elle regarde surtout l'inflation, l'emploi, la stabilité financière intérieure.
elle ne gère pas du tout les taux de change du dollar comme une priorité. Okay, et ça, Trump, il a vite compris. Il a vite compris qu'il ne pourrait pas compter sur la Fed pour baisser, on va dire, la valeur du dollar et de baisser les taux de manière radicale. Donc, il a décidé de prendre le volant lui-même, mais avec un outil, on va dire, non conventionnel détourné, c'est-à-dire les tarifs douaniers qu'il utilise parfaitement comme un levier, d'accord, et qu'il utilise très très bien. Comme il dit, si je rends, on va dire, les échanges commerciaux plus instables, plus coûteux, et que j'envoie un message de repli sur l'économie américaine, les investisseurs étrangers vont peut-être moins apprécier le dollar. Donc au niveau du raisonnement, on est en plein dedans. Ce qu'il faut pouvoir essayer de saisir, c'est que ce raisonnement, il se bâtit sur plusieurs points. En imposant des droits de douane sur les importations, Trump il perturbe finalement le commerce mondial. Les marchés détestent l'incertitude, donc il y a certains investisseurs qui vont fuir les actifs américains. Les marchés, évidemment, ils vont provoquer moins de flux de capitaux, donc moins de demandes pour le dollar, et évidemment, le dollar baisse. Et donc, si le dollar baisse, les exportations américaines deviennent de plus en plus compétitives, et donc les entreprises américaines peuvent reprendre des parts de marché dans le monde, d'accord? On peut faire une analogie assez simple pour bien comprendre, c'est des choses que j'aime beaucoup faire en conférence. Imaginez que les États-Unis, ce soit un restaurant gastronomique ultra réputé. Le problème, c'est que finalement, ces plats sont, on va dire, très coûteux, sont très très chers parce que le dollar, lui, est fort. Les touristes, finalement, qui viennent, on va dire, de moins en moins parce que, entre guillemets, ils se ruinent à chaque repas. Et pendant ce temps, il y a un petit restaurant en bas de la rue, la Chine, l'Europe ou d'autres pays, qui propose un menu à moitié prix et tout le monde y va. Qu'est-ce qui va se passer pour, on va dire, le restaurant Trump? Il va foutre un peu le bordel dans le quartier, il va monter les prix d'entrée au restaurant chinois, donc tout ce qui est tarif douanier, il va mettre des panneaux «Attention, cuisine douteuse» devant les concurrents, et il va faire croire qu'il pourrait, on va dire, fermer son resto, sauf si les touristes reviennent, d'accord? Le résultat, c'est quoi? C'est que la plupart des touristes, comme ce que je viens de vous expliquer, ils sont perdus, ils arrêtent de venir manger dans ce quartier, et là, Trump profite, on va dire, du vide pour relancer son propre restaurant avec une carte beaucoup plus simple, moins chère, grâce à un dollar beaucoup plus faible, et surtout, il regagne la confiance des clients. D'accord? Pour résumer un petit peu le topo, donc un dollar fort, ça tue les exportations américaines. Une Fed immobile, entre guillemets, ça ne provoque pas de baisse volontaire du dollar, donc il est obligé d'utiliser des outils non conventionnels. Les tarifs douaniers, ça crée de l'incertitude et ça réduit la demande du dollar. Donc ça provoque une baisse du dollar, ce qui rend les produits américains beaucoup plus compétitifs. Et le résultat, c'est que ça booste l'industrie, le retour aux emplois et surtout la relocalisation. À noter que pour le moment, on est sur, on va dire, la simple traduction de la stratégie et de l'idée qu'on peut se faire, entre guillemets, des tarifs douaniers aussi agressifs sur la totalité des pays de la planète. Deuxième point extrêmement important sur les 6 qu'on va aborder, c'est la tarification douanière comme levier de rééquilibrage du compte courant. Encore une fois, depuis plusieurs décennies, les États-Unis y présentent une balance commerciale structurellement déficitaire. D'accord, on le voit bien juste ici, c'est totalement déficitaire, en particulier vis-à-vis de certains partenaires stratégiques comme la Chine. On a un déficit bilatéral avoisinant les 400 milliards de dollars en 2018. Et encore une fois, cette asymétrie commerciale, elle se traduit par un excès d'importation sur les exportations, ce qui induit un transfert net de capitaux sous forme de dollars vers l'étranger. Et évidemment, dans ce contexte-là, l'instauration par l'administration Trump de tarifs douaniers, de manière unilatérale pour le moment, sur une large gamme de produits importés, notamment en provenance de Chine, mais également d'autres économies avancées comme l'Union européenne, le Mexique, le Canada, ne relève pas uniquement d'un simple protectionnisme commercial primaire, mais d'une stratégie économique beaucoup plus structurée qui vise, entre guillemets, à plusieurs objectifs macroéconomiques. Le premier est de renchérir artificiellement le coût des importations afin de modifier les arbitrages des consommateurs et des entreprises domestiques en faveur de la production locale, de créer un biais incitatif à la relocalisation finalement des chaînes de valeur, donc le fait de venir reproduire aux États-Unis, d'accord, et de restreindre à moyen terme les sorties nettes de capitaux en diminuant la dépendance des États-Unis à l'égard des biens manufacturiers étrangers. Un tel redéploiement vise in fine à réduire la dépendance des États-Unis au financement externe, d'accord, de leur ce qu'on appelle déficit jumeau, déficit budgétaire ainsi que le déficit commercial, pour la bonne et simple raison que ces derniers étant historiquement absorbés par les flux entrants sous forme d'achats massifs de bons de trésor américains, en particulier par des acteurs institutionnels étrangers comme la Chine, mais notamment le Japon. Encore une fois, le fait d'instaurer une friction commerciale structurelle, en fait, ça permet à Trump de venir chercher, entre guillemets,
de reconquérir une certaine souveraineté monétaire indirectement affaiblie par des décennies d'hyperglobalisation, de déficit extérieur chronique, d'accord, et de financiarisation excessive au niveau des leviers externes sur la dette publique, ok? Et tout ça par une tentative de réancrage des flux commerciaux autour d'un tissu, entre guillemets, productif, domestique beaucoup plus intéressant, d'accord? Troisième point, une guerre commerciale comme un instrument finalement monétaire détourné. Officiellement, la politique monétaire américaine elle est conduite de manière totalement autonome par la Réserve fédérale, dont l'indépendance est un pilier institutionnel. Toutefois, sous l'administration de Donald Trump, il y a une certaine tension latente qui s'est installée entre l'exécutif et la Banque centrale, en particulier autour de la trajectoire des taux d'intérêt. Trump, il est désireux d'un dollar beaucoup plus faible pour redynamiser les exportations et contenir finalement les déficits commerciaux, mais il s'est heurté finalement à une Fed, notamment Jérôme Powell qui était très réticent à adopter une politique accommodante alors que les fondamentaux domestiques ne le justifiaient pas, notamment au niveau de l'inflation et d'autres problèmes. Et donc face à ce verrou entre guillemets institutionnel, Trump de son côté il a choisi de contourner, c'est écrit ici, de contourner les canaux conventionnels de la politique monétaire. Il a instrumentalisé la guerre commerciale comme vecteur alternatif d'influence sur le taux de change, inaugurant une stratégie de dévaluation compétitive indirecte sans intervention explicite sur les marchés d'échange ni baisse de taux d'intérêt. Concrètement, l'imposition unilatérale des tarifs douaniers génère de la volatilité sur les marchés financiers et les flux commerciaux, introduit de l'incertitude sur les perspectives de croissance mondiale et pour terminer, entraîne des réajustements mécaniques sur les marchés de devises, affectant le cours du dollar, d'accord? Donc vous voyez bien, on va dire le gros problème que ça vient poser. Ici, vous avez tous les tarifs douaniers qui sont appliqués, qui sont absolument dingues. Je crois que le Cambodge, c'est un des pays qui est le plus taxé à 49%, je ne dis pas de bêtises, un Madagascar 47% ici. Vous voyez, ce qui est très très conséquent. Et il faut comprendre que cette instabilité systémique, elle affaiblit temporairement l'attractivité du dollar comme valeur refuge. Okay, c'est exactement ce que veut Trump. Et peut réduire aussi la demande des échanges internationaux. D'accord? Donc c'est exactement ce qu'il souhaite entre guillemets atteindre. En cela, il faut comprendre que Trump a répliqué de manière unilatérale l'intention, on va dire, du Plaza Accord de 1985, par lequel les États-Unis avaient négocié une dévaluation concertée du dollar avec les principales économies, on va dire, avancées de l'époque. Mais là où justement le Plaza il reposait sur une coopération multilatérale, Trump, de son côté, il a opté pour une stratégie coercitive et asymétrique, d'accord, qui a mis, on va dire, l'effet de choc pour forcer les ajustements totalement unilatéraux. Je vais leur donner une analogie pour que vous puissiez bien comprendre, mais pour faire simple, on pourrait comparer cette approche à un chef d'entreprise qui, ne pouvant pas baisser les prix de ses produits pour rester compétitif, parce que par exemple, son conseil d'administration il va s'y opposer, il va semer volontairement le doute chez ses fournisseurs et chez ses concurrents, il va brouiller les cartes, il va envoyer des signaux flous, il va créer un climat d'incertitude tel que, on va dire, les autres acteurs finissent par revoir leur propre prix ou leur propre stratégie à la baisse, d'accord, rééquilibrant ainsi tous les rapports de force sans action directe. D'accord? Ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer, oui, c'est pas facile à comprendre, mais pourtant c'est bien la réalité de la politique qui est mise en place. Quatrième point extrêmement important, une réindustrialisation sous contrainte géopolitique. Encore une fois, le projet de réindustrialisation porté par Donald Trump, il ne relève pas d'une stratégie sectorielle classique, mais bien d'un réalignement stratégique, on va dire, de l'économie américaine dans un contexte de fragmentation des chaînes de valeur mondiales et surtout de la montée des rivalités géoéconomiques, en particulier avec la Chine qui se développe de plus en plus. Concrètement, l'instauration des barrières tarifaires ciblées sur des produits à forte intensité technologique ou industrielle, comme par exemple l'acier, l'aluminium, les composants électroniques et j'en passe, ça a été pensé comme une incitation négative à la délocalisation et une incitation indirecte au rapatriement d'activités manufacturière. Encore une fois, toute cette approche-là, elle repose sur le fait que en renchérissant artificiellement le coût des importations, Trump diminue l'avantage comparatif des productions offshore, il réduit l'attractivité des plateformes de production étrangères, notamment asiatiques, avec des tarifs douaniers très conséquents, et il oriente les investissements vers des sites domestiques, même si ceux présents, on va dire, présentent des coûts de production plus élevés. Le but, il est clair, créer un biais économique en faveur du Made in USA, d'accord, non pas par une compétitivité de prix immédiate, mais par une réorganisation des contraintes des flux logistiques globaux. Ce changement n'est pas naturel, il est provoqué par le choc tarifaire, d'où
l'idée d'une réindustrialisation par la disruption. Encore une fois, pour vous redonner une analogie, c'est comme si par exemple reconstruire une ville après un séisme volontaire, d'accord, c'était exactement ce qui est en train de se passer. Imaginez une ville où toutes les entreprises ont délocalisé leurs bureaux dans des banlieues parce que le centre-ville il est devenu trop cher, plutôt que de proposer des incitations fiscales classiques pour les faire revenir, le maire il décide de faire sauter les routes qui mènent aux banlieues. Les entreprises elles sont confrontées à des coûts logistiques et à des retards, et elles n'ont pas d'autre choix que de reconsidérer leur ancrage local. Alors oui c'est brutal, oui ça force un réalignement structurel qui aurait été politiquement ou économiquement trop lent à obtenir autrement. Et encore une fois, on est sur une doctrine de sécurité, d'économie nationale. D'accord? Il faut comprendre que ce repositionnement industriel, il ne répond pas uniquement à une logistique d'emploi ou de souveraineté économique, mais à un objectif plus fondamental, d'après lui, la sécurité nationale. On lit que l'administration Trump a intégré dans sa doctrine stratégique l'idée que certaines dépendances, en particulier vis-à-vis de la Chine, représentent des vulnérabilités critiques. Cela vaut pour les terres rares, les semi-conducteurs ou encore les produits pharmaceutiques. En d'autres termes, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de produire localement par pseudo-patriotisme économique, mais de réduire la surface d'exposition stratégique des États-Unis à des chaînes de valeur totalement contrôlées par, on va dire, des puissances concurrentes, d'accord? Donc il essaie, on va dire, d'utiliser les tarifs douaniers non pas comme un simple outil fiscal, même si c'est aussi le cas, mais surtout comme une arme de redirection industrielle. Plutôt que d'attendre que les logiques de marché fassent, on va dire, revenir les usines, il a totalement dynamité les conditions de compétitivité à l'étranger, contraignant les firmes à repenser leur implantation, et pas que les firmes américaines, les firmes, on va dire, de toute la planète, qui peuvent collaborer directement avec les États-Unis. Encore une fois, c'est pas une stratégie d'incitation, c'est une stratégie de rupture qui est fondée sur une lecture totalement offensive, d'accord, à la mondialisation, sur la volonté de renouer avec une forme d'autonomie productive, quitte à le faire dans la douleur. D'accord, cinquième point très important, évidemment le cas de la Chine. Encore une fois, l'approche de Donald Trump, on peut lire ici, l'approche de Donald Trump vis-à-vis de la Chine s'inscrit dans une logique de confrontation stratégique bien plus vaste que le simple rééquilibrage des échanges commerciaux bilatéraux. Pour Trump et une partie croissante de l'élite politico-économique américaine, la Chine n'est plus un partenaire commercial, mais un adversaire géoéconomique systémique, d'accord? C'est vraiment ce qu'il veut pouvoir mettre en avant. Il explique que la politique tarifaire de son administration s'est articulée autour de plusieurs axes de pression. 4, évidemment. Le premier, la contestation du pillage technologique, qui dénonce des transferts forcés de technologie, du vol de propriété intellectuelle, et surtout un manque de réciprocité en matière d'accès au marché. Deuxième point, une opposition à la manipulation monétaire, mise en cause de la politique chinoise de sous-évaluation structurelle du yuan pour stimuler évidemment ses exportations, donc il garde un yuan très très bas, d'accord, on ira sur l'USD-CNY tout à l'heure. Attaque frontale contre le modèle de superproduction entre guillemets subventionné, il critique le dumping industriel chinois soutenu par on va dire des aides d'État massives qui faussent totalement les conditions de concurrence internationale, d'accord. Et pour terminer, quatrième point, la volonté de reconfigurer les chaînes de valeur mobiles, d'accord, et surtout mondiales, affaiblir l'hégémonie chinoise dans les structures et les secteurs comme, entre guillemets, l'électronique, les batteries et j'en passe, en stimulant leur relocalisation ou diversification vers d'autres partenaires commerciaux. Encore une fois, j'aime bien vous faire des analogies, mais pour vous réexpliquer simplement ce que ça veut dire, il faut pouvoir saisir que, en fait, c'est comme s'il faut imaginer un acteur majeur dans le secteur stratégique, par exemple la technologie, qui détient à la fois les brevets, les usines, l'influence sur les prix, on va dire, du produit final, et pendant des années, en fait, vous avez sous-traité chez lui. D'accord, vous détenez tout, mais pendant des années, vous avez sous-traité par exemple à la Chine, vous êtes dépendant du coup de ses livraisons, mais un jour, vous réalisez qu'il utilise sa position dominante pour imposer ses conditions, qu'il espionne vos innovations et qu'il étouffe, entre guillemets, votre capacité à vous développer. Vous n'avez pas encore, on va dire, eu d'altercation avec lui, d'accord, ou on va dire d'alternative non plus prête pour pouvoir répondre, mais vous décidez de lui envoyer un signal fort, vous mettez en place des restrictions, vous changez de fournisseur, d'accord, et surtout vous l'empêchez de croître indéfiniment, on va dire, à vos dépens. C'est exactement la posture de Donald Trump vis-à-vis de la Chine, d'accord, très très important de le comprendre. On est vraiment sur une guerre économique à inertie longue. Les tarifs douaniers, c'était pas une fin en soi, mais une première salve dans une guerre économique multidimensionnelle qui va mêler commerce, finance,
technologique, influence géopolitique et j'en passe. Encore une fois, l'objectif, c'est pas nécessairement de faire plier la Chine immédiatement, mais de ralentir son ascension globale, d'éroder ses avantages structurels et surtout de reconfigurer l'ordre économique mondial, évidemment, à moyen terme. Un sujet extrêmement important aussi, les tarifs douaniers et la dynamique budgétaire. D'accord, c'est l'arme fiscale cachée. Encore une fois, un aspect souvent négligé des politiques tarifaires de l'ère Trump réside dans leur fonction budgétaire implicite. Contrairement aux baisses d'impôts ou au plan de relance massif qui creusent le déficit, les droits de douane rapportent de l'argent immédiatement pour les recettes fiscales de l'État. D'accord, les impôts, vous les récoltez une fois tous les ans. D'accord, tout ce qui va être les recettes fiscales, les cotisations sociales, vous les récoltez, mais au fur et à mesure. Des taxes douanières, depuis hier minuit, c'est mis en place et ça commence déjà à tourner. En 2019, sous l'effet des mesures tarifaires imposées à la Chine, aux alliés commerciaux historiques, Union européenne, Mexique, Canada, et à certains secteurs clés, les revenus douaniers ont doublé, atteignant plus de 70 milliards de dollars contre environ 35 milliards en moyenne dans les années précédentes. Et encore une fois, ça a une double utilité. Dans un premier temps, la réduction marginale du déficit budgétaire, encore une fois, dans un contexte de déficit jumeau persistant, donc entre le budgétaire et finalement le commercial, même une amélioration symbolique de la trajectoire budgétaire, ça va offrir une marge de manœuvre politique, d'accord? Notamment pour justifier d'autres mesures potentiellement coûteuses pour vous dire, voyez, on a de l'argent, on peut le mettre en place. Et deuxième point hyper important, l'effet de signal politique, ça aussi c'est une base de la liste fondamentale. En affichant une source de revenus issue d'un bras de fer commercial, Donald Trump il va renforcer son image de dirigeant combatif. Ça va pouvoir protéger entre guillemets les intérêts américains et imposer un prix aux comportements jugés déloyaux de la part de ses partenaires. D'accord? Donc vous comprenez bien entre guillemets la double utilité stratégique finalement des tarifs douaniers. Ça je l'avais déjà abordé, on va dire, en conférence. On va refaire un gros résumé de tout ça pour que justement ce soit plus facile à comprendre et que ce soit plutôt limpide. Mais pour vous redonner une analogie un petit peu, surtout à cette sixième partie, ok, c'est comme entre guillemets faire payer l'accès, on va dire, à votre marché comme un péage stratégique. Okay, Trump, il a conçu les tarifs comme un péage économique notamment, okay, comme sur l'autoroute ou quoi que ce soit. Si tu veux accéder au marché américain, tu dois payer plus, sauf si tu respectes nos règles. C'est une façon de récupérer évidemment une partie des externalités négatives de la mondialisation, tout en forçant les partenaires à renégocier les accords commerciaux existants, ce qu'il a fait avec succès dans le cadre de l'ALENA, d'accord, ou de l'USMCA, donc de l'accord États-Unis, Mexique et Canada. Donc vous comprenez bien que les tarifs douaniers, ils ne se limitent pas à une logique commerciale, ils ont été détournés en instrument fiscal, un outil diplomatique et surtout un levier de repositionnement stratégique économique, d'accord? Il faut comprendre qu'à travers cette approche-là, Trump il a démontré que la politique commerciale, elle pouvait être utilisée comme une extension de la politique budgétaire et aussi de la politique non pas monétaire mais de puissance, bien au-delà des doctrines économiques plutôt traditionnel. Donc pour vous redonner, on va dire, une synthèse un petit peu de tout ça. Pourquoi un dollar trop fort a des avantages compétitifs? Trump, il part d'un constat simple. Le dollar, il est trop fort, il attire des capitaux du monde entier, ce qui rend, on va dire, les exportations américaines beaucoup trop chères et défavorise l'industrie nationale. Encore une fois, la Fed, elle refuse de baisser les taux, alors Trump, il trouve un levier alternatif, il perturbe le commerce mondial pour affaiblir indirectement le dollar et y trouver son intérêt. Rééquilibrer la balance commerciale, qu'est-ce que ça veut dire? Les États-Unis, ils importent plus que ce qu'ils n'exportent, surtout vis-à-vis de la Chine. Le résultat, il y a des centaines de milliards de dollars qui fuient chaque année. En imposant des tarifs douaniers, Trump y rend les produits étrangers plus chers, incitant à acheter américain et à rapatrier la production. Ce qui vise, entre guillemets, c'est de réduire les dépendances au financement, on va dire extérieur, notamment aussi de la dette. D'accord? Donc vraiment diminuer aussi les taux obligataires sur le marché. Une dévaluation compétitive déguisée. Bah oui, vu qu'il ne peut pas manipuler directement la monnaie, il doit déclencher une guerre commerciale pour créer de l'instabilité. Moins de stabilité, moins d'attrait pour le dollar, ce qui pousse la devise à baisser, c'est une manipulation indirecte des taux de change sans toucher au taux d'intérêt. Un peu comme l'accord de Plaza, mais en solo et sans partenaire. Quatrième point, du coup, c'est réindustrialiser l'Amérique par la contrainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Les tarifs douaniers forcent les entreprises à repenser leur chaîne de production, notamment dans les secteurs clés comme l'acier, l'aluminium et les semi-conducteurs, comme vous le savez. Trump y parie sur une reconstruction industrielle, même coûteuse, on va dire, à court terme, pour gagner en autonomie stratégique et réduire les dépendances, finalement, au marché de la Chine sur des produits dits critiques. Et pour terminer, enfin non, on a encore deux, affaiblir la Chine, adversaire systémique, vous le comprenez bien. Il considère la Chine comme une menace géopolitique et géoéconomique. Et les tarifs douaniers, c'est une arme qui permet, on va dire, de dénoncer le vol de technologie, de contrecarrer le dumping chinois, de casser toute la domination technologique de Pékin et surtout de ralentir son ascension dans les chaînes
de valeur mondiale. Ouais, c'est vraiment très très agressif. Et pour terminer, une fonction budgétaire et une politique de tarifs. Encore une fois, les droits de douane ne sont pas uniquement une arme économique. Je vous rappelle qu'ils sont passés de 35 milliards de bénéfices, entre guillemets, de recettes fiscales en 2019 à 70 milliards grâce aux tarifs de l'époque, qui étaient bien moins élevés que ceux qu'on a aujourd'hui. Le message il est clair, si vous ne jouez pas avec les règles américaines, vous payerez l'accès au marché américain, et cela force, on va dire, des renégociations commerciales comme l'ALENA, remplacé justement par l'USMCA, entre guillemets, avec le Canada et le Mexique. D'accord? Donc, vous comprenez bien que, en fait, c'est une guerre économique multidimensionnelle. Trump, il a utilisé les tarifs douaniers comme un outil transversal pour influencer sur les taux de change, rééquilibrer la balance commerciale, lancer la réindustrialisation nationale, contenir l'influence géopolitique de la Chine, renforcer sa légitimité budgétaire et politique. Ok? Pour vous donner une analogie, encore une fois, je suis quelqu'un qui adore les analogies, on va dire globale par rapport à tout ça, c'est comme si Donald Trump c'était le chirurgien de la mondialisation. Imaginez que l'économie américaine soit un corps malade, affaibli par, je sais pas moi, un métabolisme qui est trop rapide, donc un dollar trop fort, ok? Une hémorragie constante, c'est-à-dire un déficit commercial déficitaire qui ne cesse de se casser la gueule, d'accord? On reviendra dessus juste après. Une dépendance à des organes extérieurs, la supply chain chinoise par exemple, plutôt que de prescrire des médicaments doux, comme des ajustements progressifs, des baisses de taux, etc. Non, non, Trump, il entre en scalpel à la main, d'accord? Il pratique une chirurgie radicale, pas d'anesthésie, il coupe les flux, c'est-à-dire les tarifs, il cautérise les plaies, relocalisation, il oblige le corps à se reconstruire, réindustrialisation, et surtout il vaccine les futures dépendances, guerre technologique contre la Chine. Alors oui, c'est brutal, oui, c'est risqué, d'accord, mais c'est une logique de rupture pour tenter de réancrer l'Amérique sur sa souveraineté économique. En termes de verdict final, ouais, c'est une stratégie qui est audacieuse et qui est potentiellement incomplète sur beaucoup de points. Ce qui a fonctionné, effectivement, et ce qui va fonctionner, et c'est quasiment certain, c'est l'affaiblissement temporaire du dollar et la réduction ciblée du déficit avec la Chine. Quasiment certain. La prise de conscience globale des vulnérabilités stratégiques, c'est ok, c'est sur le bureau. La renégociation des accords commerciaux, il n'y aura pas le choix, d'accord? Mais par contre, les échecs et les risques qui peuvent, on va dire, être délicats vis-à-vis de ça, il y en a deux, on va dire, de manière conséquente. Le premier, c'est le coût économique, l'inflation tarifaire. Il faut comprendre que, pour l'automobile, vous avez des pièces qui passent plusieurs fois par exemple, la frontière canadienne. Donc c'est quoi? C'est 25%, plus 25%, plus 25%, plus 25%, plus 25%, pour que le produit soit finalement, entre guillemets, terminé. On a des estimations comme quoi les véhicules devraient prendre entre 10 à 20 000 dollars de plus, d'accord? Donc forcément, ça coûte plus cher, le pouvoir d'achat n'augmente pas forcément, d'accord? Donc ralentissement de l'économie, quasiment certain. Et surtout la fragmentation des chaînes de valeur. C'est très très compliqué de tout remettre, on va dire, en place en l'espace de 2 minutes. C'est-à-dire c'est la relocalisation, la réindustrialisation, le réaménagement industriel, c'est très long. Et surtout, il va y avoir des effets limités de la réindustrialisation et surtout de la compétitivité à long terme. Mais surtout cette approche unilatérale qui affaiblit les alliances occidentales et ça crée des très grosses tensions avec ses partenaires commerciaux. À la base, d'accord, en termes de comparaison historique, cette stratégie, elle rappelle le protectionnisme des années 1930, comme je l'ai évoqué justement dans l'introduction, avec le Smooth-Hawley Act, d'accord, mais avec cette fois-ci une meilleure maîtrise des outils macroéconomiques. Néanmoins, elle repose sur une logique de rupture qui ignore, on va dire, les interdépendances de la mondialisation. Et encore une fois, pour être viable, une telle politique, elle doit s'accompagner de beaucoup de choses, ok? D'investissements structurels, d'éducation, de la recherche et développement, des infrastructures, une sorte de coordination avec les alliés pour pourquoi pas isoler la Chine, ok? Parce que là, il tape vraiment sur tout le monde, hein, l'Europe, etc. Donc encore une fois, là aujourd'hui, on est le 3 avril, ça a été annoncé hier, d'accord? On devrait avoir des mesures de rétorsion, entre guillemets, sur pas mal de points et pas mal de choses, ok, notamment de la part de l'Union européenne avec des accords qui devraient être trouvés avec le temps, mais malgré tout, c'est beaucoup trop agressif et ça ne peut pas fonctionner à long terme, c'est impossible. Par la suite, les réformes fiscales incitatives, comme le crédit d'impôt, par exemple pour la relocalisation, ok, ça veut dire qu'on vous paye et vous ne payez pas d'impôt, par exemple pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, pendant tout mon mandat, justement vous payez 2 fois moins d'impôt pendant mon mandat pour venir travailler chez nous, ok. Donc pour résumer, il faut comprendre qu'il a bousculé évidemment l'ordre économique mondial hier soir, ok, avec des outils brutaux, mais sans plan de sortie crédible, ok. Son héritage est davantage géopolitique, ok, c'est une sorte d'éveil de conscience sur la Chine économique, c'est très politique, d'accord? Donc ici, vous avez un petit peu tout ce qui s'est passé sur le S&P 500 dans les années 1930, donc le crash de 1929, d'accord, avec les bank runs et j'en passe, et surtout la guerre de 1930, la guerre commerciale et le protectionnisme qui avait été mis sur la table, qui a été
catastrophique, hein. On voit bien, si vous avez 1930 à peu près ici, ouais bien, boum, ça, c'est plus 1930 qui a été impactant que 1929. On va dire que les deux ont fait un cocktail explosif. Maintenant, quelles sont les réactions du marché? Bah, écoutez, on va aller sur le graphique, on va essayer d'observer un petit peu tout ça. D'un point de vue des marchés, évidemment, le DXY qui prend moins 2,26% sur la journée, l'euro USD qui réexplose de 2,55%, le NZD-USD, trade dans lequel on est, qui reprend 1,80%, l'AUD-USD 1,37%, on voit l'USD-CAD ici qui chute de 1,24%, l'USD-JPY de 2,41%, c'est historique d'un point de vue, on va dire, de ce qui a pu se passer. La dernière fois qu'on a eu autant de volatilité ici, c'est quand justement on a eu le debooking du carry trade au Japon, on a été chercher une bougie de moins 5%. D'accord, c'est absolument énorme. Évidemment, les marchés paniquent un petit peu. Le CHF explose en valeur. D'accord. Donc ici, j'ai des ventes sur le GBP CHF qui sont en place depuis maintenant un long moment. D'accord. Et tout, justement, les trades qu'on avait évoqués dans le dernier trade recap se portent bien. Bon, mis à part l'USD-CNY qui, entre guillemets, n'est pas forcément très ouvert à chuter pour le moment. Mais l'USD MXN ici chute drastiquement. Donc est-ce que Donald Trump a raison et est-ce que sa stratégie fonctionne? Oui. Totalement, d'accord, totalement, 24 heures après, on a justement des très bons résultats par rapport à ça. Au niveau des indices, justement, on peut observer ici l'US 30, donc le Dow Jones qui chute aujourd'hui de 2%, le S&P 500 qui chute à peu près 1,45%, d'accord, et les autres marchés qui eux aussi prennent des très grosses claques, hein, les crypto-monnaies, bon ça va, c'est encore très léger, moins 0,71%, et ici Ethereum, moins 1,5%. Donc on a vu pire, ok, on a vu vraiment des contextes économiques beaucoup plus ravageurs que tout ça. Maintenant, qu'est-ce que ça va être, on va dire, la réaction des marchés et les mécanismes de hausse à court terme qu'on peut évidemment potentiellement anticiper, notamment sur les indices. Et oui, parce qu'à court terme, tout ça, ça peut avoir potentiellement, et c'est un potentiel, c'est une hypothèse, un effet positif. On a ce qu'on appelle l'effet patriotique ou de relocalisation, en 3 points évidemment très importants. Le premier, c'est que les secteurs protégés, l'acier, l'aluminium, l'énergie, ils ont bénéficié d'une hausse des prix et des marges nettes, d'accord? Comme par exemple l'US Steel qui a pris plus 60% en 2018, d'accord? Évidemment, le stimulus pour les industries locales, d'accord? Donc Caterpillar, Boeing, Nucor, qui ont vu leur action monter grâce aux commandes relocalisées de l'époque, et surtout l'industrie sectorielle, d'accord? Qui finalement ont surperformé, on va dire, en phase initiale. Les flux de capitaux vers ce qu'on appelle les winners, ok? Les techs, elles sont peu exposées à la Chine. Microsoft, Salesforce ou quoi que ce soit ont profité durant ces années-là de craintes sur, on va dire, les chaînes d'approvisionnement, mais ce ne sont pas forcément mal portés, encore une fois, à court terme, j'ai bien dit, ok? Deuxième point, la substitution d'importation. Il faut comprendre que les entreprises américaines, elles produisent aux États-Unis, comme Tesla avec ses batteries domestiques par exemple, d'accord? Donc elles ont capté déjà une très grosse part de marché. Troisième point important, ce qu'on appelle l'optimisme politique et les marchés financiers. Encore une fois, c'est une rhétorique très pro-business. D'accord, comme en 2017, il veut baisser les impôts, déréguler et surtout, entre guillemets, venir mettre sur la table des gros tarifs douaniers, ce qui peut venir potentiellement soutenir quelques valorisations, encore une fois, à court terme. Mais par contre, il y a aussi un point très important, c'est ce qu'on appelle le trade deal, c'est-à-dire que chaque annonce de trêve, par exemple, accord de phase 1 avec la Chine en 2020 ou autre, ça provoque des très beaux rallyes. D'accord? Donc entre 2018 et 2020, le S&P, on peut y aller si vous voulez, le S&P 500 qui est juste là, le S&P 500 qui est juste ici, entre 2018 et 2020, tac, 2018, où est-ce que c'est? Voilà, entre 2018 ici, donc vous voyez toutes les annonces, et 2020, d'accord, on avait eu quand même quasiment 40%, 48% on va dire d'évolution sur les graphiques, d'accord. Le Nasdaq, il était boosté par les techs entre guillemets, donc Apple qui avait accéléré sa diversification hors Chine, ok, et les small caps du Russell 2000 qui ont performé, même surperformé entre guillemets grâce à leur exposition plutôt domestique et très peu extérieure, d'accord. Attention, parce qu'il y a quand même des risques et des limites de cet upside, ok. Il va y avoir des effets négatifs qui vont arriver de manière retardé, évidemment, ça prend toujours du temps à potentiellement arriver. Et surtout l'inflation tarifaire, comme je vous l'ai expliqué, vous avez, on va dire, par exemple, les États-Unis qui sont ici, le Canada qui est là, d'accord, et un produit notamment pour l'automobile, bah, avant d'être conçu à 100%, bah, il passe plusieurs fois par, on va dire, la frontière. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il prend plus 25, ok, là, il prend plus 25, là, il reprend plus 25, et là, il reprend plus 25. Bon, ce qui n'est pas logique, ok, vous comprenez bien que ça, à long terme, ça va fonctionner. Mais si, par exemple, à la base, votre produit, il est à 10 000 $,
et qu'à chaque fois il prend plus de 25, bah à la fin il sort à 30 000 dollars. D'accord? Donc l'inflation tarifaire, ici, finalement, c'est le coût supplémentaire qui va peser sur les profits à long terme, et notamment Harley Davidson qui avait vu ses marges chuter, notamment en 2019. D'accord? Ça a vraiment été tragique. Et surtout, les répliques commerciales. La Chine, à l'époque, elle avait ciblé l'agriculture, donc le soja, et les industriels comme General Motors et Ford, ce qui a créé une volatilité sectorielle absolument unilatérale, et on va dire un peu une guerre du Vietnam sur les marchés. Ok? Deuxième point très important, la fragilité des rallyes. Encore une fois, il y a une très grosse dépendance actuellement, non plus aux tweets de l'époque de Donald Trump, mais à ses discours et on va dire à sa volatilité le week-end. D'accord? Les marchés, ils réagissaient à l'époque à chaque déclaration, ce qui crée une volatilité totalement artificielle et absolument inanticipable. Deuxième point, une absence de résolution structurelle. Encore une fois, les gains boursiers reposaient sur des espoirs de deal, pas sur une amélioration fondamentale du sujet. D'accord? Donc il y avait des secteurs qui étaient extrêmement perdants, hein, bah, l'automobile évidemment, les constructeurs de General Motors, Ford, ils ont énormément souffert des coûts supplémentaires. Les retail, hein, tout ce qui était Walmart, Target, etc. Walmart, on peut y aller si vous voulez. C'était vraiment catastrophique pour le coup. Alors 2018-2020, non, c'était pas là. C'était ici, vous voyez, Walmart, là, ça avait été dramatique hein, ici. Il faut que mettre les récessions. Ouais, ça n'a vraiment pas été bon du tout. Hein. Bon, déjà 2019, là, ouais, ça a été catastrophique quand ça a été annoncé. Par contre, ça s'est bien repris derrière, mais là, catastrophique aussi. Et surtout, la Walmart n'a pas du tout bougé pendant l'espace de tout 2020, etc. Bon, ça a été. C'est pas bon. Bon, après, Biden est arrivé dans ces eaux-là, arrivé en janvier juste ici, ok. Mais il voit bien que là, quand ça a été annoncé, ça a vraiment pas été bon. D'accord? Les scénarios, entre guillemets, pour un retour des tarifs de Trump entre 2024 et 2025. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Bon, déjà, ça a été mis en place. Bon, on a un upside qui est possible. Pourquoi? Parce que ça peut être un nouveau boost pour les industries de l'énergie comme ExxonMobil, Chevron, Lockheed Martin et j'en passe. Par contre, les techs résilientes, le cloud à Ace, etc., elles pourraient elles aussi capitaliser sur les craintes géopolitiques et les small caps et les made in USA. Des ETF par exemple comme le IWM, ok, pourraient potentiellement bien se porter. Mais encore une fois, la situation elle est beaucoup plus compliquée que ça. Pourquoi? Parce que contrairement à l'époque, ici on a des taux d'intérêt qui sont à 4,5%. Donc qui va gagner en finalité et qui gagne toujours, c'est les institutions régulatrices, c'est-à-dire la Fed, d'accord? Et évidemment, il y a aussi un downside qui est probable, parce qu'il y a des techs qui sont dépendantes à la Chine quand même sur certains points, d'accord? Une inflation qui est importée, ça pourrait, entre guillemets, demander à la Fed de redurcir, pardon, entre guillemets, ses taux d'intérêt, voire même de conserver ses taux hauts pendant longtemps et de volontairement tout casser, d'accord, pour stopper, entre guillemets, ce qu'elle estimerait être une très mauvaise politique, entre guillemets, économique de la part de Donald Trump et donc potentiellement, on va dire, des drames financiers, économiques calqués sur ceux de 1930. Et pour terminer, la crispation des marchés obligataires, une hausse des taux, c'est égal à une pression sur les actions. D'accord? Donc encore une fois, vous voyez bien que ça fait un effet boule de neige. Un actif qui va pouvoir potentiellement bien s'en sortir, c'est TLT. Pourquoi TLT pourra bien s'en sortir? Pour la bonne et simple raison que, si vous voulez, il y a le dollar qui est en train de chuter, les obligations qui sont en train de chuter. D'accord? Et du coup, si je vous compare TLT aux obligations américaines, vous allez vite comprendre qu'il est finalement très bien, on va dire, placé pour s'en sortir. D'accord? Alors il faudrait que je vous l'inverse. Magnifique, inverser l'échelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les obligations chutent, TLT explose, d'accord? Regardez juste ici, tac, inverser l'échelle, c'est absolument magnifique, d'accord? Les obligations sont en train de chuter, et vous voyez, le prévisionnel, au moment où je vous parle, ici, est déjà prévu à plus de 1,30% sur l'open market des États-Unis. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on peut avoir un upside, entre guillemets, à court terme, à 6 à 12 mois. Encore une fois, la macroéconomie, pour se mettre en place, ça prend un petit peu de temps. D'accord, pour avoir une inflation ou on va dire une réelle, on va dire, réponse de ce que ça pourra donner ces tarifs douaniers, c'est entre 6 à 12 mois, entre 6 à 8 mois dans la réalité. D'accord? Donc les indices, ils pourraient monter sur, on va dire, les secteurs protégés, la défense, l'énergie, l'industrie lourde et j'en passe. Il peut y avoir des espoirs de résolution de conflits, ce qu'on appelle de buy the rumors, ok, donc acheter la rumeur, ok, et surtout, entre guillemets, des effets de rentrée directe sur les marchés financiers. C'est-à-dire que tout l'argent qui va rentrer sur les marchés financiers va être tout de suite, on va dire, très permissif en termes de bénéfices. D'accord? Donc à court terme, on peut avoir des sortes de brumes financières qui fassent monter les capitalisations. Par contre, à moyen terme, les gains ils seront totalement annulés si les coûts inflationnistes ils peuvent peser sur la consommation et les profits. Encore une fois, la super performance dépendra des politiques d'accompagnement, comme des subventions type CHIPS Act ou quoi que ce soit. Ok? Mais pour le moment,
c'est encore trop tôt pour le dire et c'est très important de rester parfaitement, on va dire, conscient un petit peu de la volatilité que le marché peut nous apporter. À mon sens, on est toujours encore une fois dans une perspective de récession, mais ce que fait Donald Trump ici n'est qu'une ligne de plus à ce qui doit potentiellement être déclenché par rapport, on va dire, à d'autres agrégats économiques qui eux aussi doivent provoquer un ralentissement cyclique de l'économie et il n'y aura pas de souci. Okay, donc les stratégies recommandées par rapport à ça, c'est de surpondérer les valeurs domestiques, okay, d'éviter les cycliques entre guillemets exposés aux tarifs, donc l'automobile, les retail et j'en passe, et surtout de surveiller les techs résilientes, les semi-conducteurs US, Intel, le cloud, et surtout de regarder un peu comment le Max 7 peut potentiellement se mettre en place. Et le risque majeur, c'est une escalade incontrôlée avec la Chine qui entraînerait une correction brutale des marchés, là où les marchés adorent la politique pro-business, jusqu'à ce que justement les factures arrivent et se resserrent. D'accord? Donc à mon sens, à mon humble avis, on doit aller chercher ce niveau de liquidité sur l'US 30, c'est une quasi certitude, d'accord? Par exemple ici, sur le CAC 40, c'est quasiment certain qu'on vienne aussi récupérer ces niveaux-ci. Ok, il ne faut pas oublier que Donald Trump, dans son caractère très politicien, est le spécialiste, entre guillemets, du biais d'ancrage. C'est-à-dire qu'il va vous imposer quelque chose d'absolument débile, d'accord, pour pouvoir renégocier des choses par la suite, avec des accords, ainsi que des obligations bilatérales, on va dire, entre pays. Ok, donc effectivement, les marchés réagissent très très mal, d'accord, c'est aussi pour ça que, par exemple, avec l'annonce de l'Europe de se réarmer, etc., j'ai pas du tout acheté de Thales ou autre, hein, parce que à mon sens, c'était un bull trap absolument énorme, ok, sur pas mal de points. On verra si ça peut vraiment se mettre en place avec les conditions économiques ainsi que le contexte surtout budgétaire, d'accord. Mais effectivement, on voit ici que le marché prend des très grosses claques, ok, et que justement, il s'affole un petit peu sur pas mal d'axes, mais on voit parfaitement ici que le dollar vient à perdre en valeur, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Ça fonctionne très bien, encore une fois, c'est drastique, c'est très rapide. On peut aller sur les valeurs intrinsèques, hein, vous allez voir ici c'est très radical. Donc comment moi de mon côté je voudrais me positionner? Je sais particulièrement, et j'ai toujours cette intuition, que les marchés finalement, les marchés américains iront chercher des upsides sans trop de complexité. Ok, c'est quasiment certain. Et si je me trompe, bah écoutez, on viendra réviser l'analyse. C'est ça aussi le fait d'être trader, d'être analyste et d'exposer son travail, son métier finalement en public sur YouTube. Ok. Maintenant, même si j'ai cette prévision-là et que quelque part elle ne se réalise pas, je suis parfaitement positionné sur des choses qui sont entre guillemets contre-cycliques, on va dire, à l'économie traditionnelle, c'est-à-dire du TLT, du DTLA comme vous le connaissez aussi, d'accord, et surtout du IBGZ qui vient parfaitement pricer l'inverse un petit peu de ce qui peut se passer actuellement, d'accord, hein, si vous mettez les EUINTR, vous voyez juste là, IBGZ devrait très facilement aller chercher des upsides et donc me permettre d'établir quand même des performances dans cette période, on va dire, de difficulté économique sur beaucoup d'axes. D'accord. Maintenant, d'un point de vue trading de Forex, vous voyez, tout ce qui est ici a été parfaitement anticipé sur le Discord public. Ok, on avait parfaitement vu ce niveau de liquidité, j'avais parfaitement comment on va dire le dollar devait réagir par rapport à tout ça. Encore une fois, dans le dernier trade recap que j'ai posté sur YouTube, j'ai expliqué ces trois positions-là, pris pile, on va dire, sur les premières annonces, on va dire, de tarifs douaniers qui devaient être mis en place à partir d'avril, d'accord, c'est exactement ce qui s'est fait, et vous voyez bien qu'on a une belle continuité, finalement, de notre travail, de notre analyse, et finalement, de tout ce qu'on a produit, ok, et que, finalement, quand on analyse bien le marché, qu'on est bon en fondamental, il n'y a pas trop de surprises derrière. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir de pouvoir répondre, on va dire, à vos suggestions ou finalement à vos questions. Si ça vous a pas plu, dites-le aussi. Ça me permettra de m'améliorer, d'accord? Mais dans tous les cas, on est toujours dans un pricing de récession. Il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, il ne faut pas surréagir aux premières annonces qui sont données ou, on va dire, aux premières choses qui sont mises en place. Encore une fois, la macroéconomie prend du temps à se mettre en place, hein, ça se fait pas en l'espace de 2 minutes, ok? Et les impacts à la macroéconomie s'observent dans le temps et pas autrement. D'accord, encore une fois, quand vous augmentez les taux, vous espérez que l'inflation à 6 à 12 mois commence à bien diminuer et que les taux produisent leurs effets. D'accord, là c'est exactement la même chose, surtout qu'à l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas de mesures de rétorsion de la part de la Chine, de l'Union européenne, du Mexique, du Canada. Alors quelques-unes pour le moment, mais toujours pas mises en place concrètement. D'accord, donc c'est hyper important aussi d'avoir un petit peu de recul par rapport à ça et de comprendre finalement la réelle coopération qu'il pourrait y avoir, on va dire, entre toutes ces puissances mondiales, d'accord, et donc forcément votre pricing personnel
sur les marchés financiers. L'histoire de ces tarifs douaniers étant très volatile, je me dois de vous faire une actualisation par rapport au tournage de la vidéo. C'est vrai que chaque heure, chaque jour, de nouvelles choses viennent entre guillemets se mettre sur la table. Là, les États-Unis avaient annoncé par la suite 50% de droits de douane supplémentaires pour la Chine, parce que la Chine leur a imposé 34% de droits de douane supplémentaires aussi, comme ça a été évoqué dans la vidéo. Donc à suite justement à cette rétorsion de la Chine, ok, les États-Unis ont dit ok, 50% de plus. Donc les tarifs douaniers étaient montés à 104%, d'accord, ce qui est absolument énorme. Donc c'était le 7, d'accord, nous sommes actuellement le 10 si je dis pas de bêtises, et juste ici, d'accord, donc c'était hier, c'est-à-dire le 9, Donald Trump, coup de tonnerre, il a suspendu une partie des droits de douane justement pour 90 jours, d'accord, donc il a maintenu un taux mondial de 10% sur tous les pays touchés par ces nouveaux droits et surenchéri sur la Chine à hauteur de 125%, d'accord, et il a mis en pause absolument tout le reste de la planète, ce qui a ramené sur les marchés évidemment une énorme certitude après cette très grosse incertitude. On va aller sur les marchés juste après pour que vous puissiez comprendre. Et donc ici on peut observer qu'effectivement pendant 90 jours on a une suspension globale et totale de ce qui peut se passer, et encore une fois on retrouve ici l'attrait évidemment du personnage de Donald Trump, c'est-à-dire ce spécialiste dans de la négociation, sur ce qu'on appelle ce deal maker comme on en parlait tout à l'heure, le fait de vraiment savoir entre guillemets provoquer la guerre, puis par la suite retomber sur des négociations. Donc on va dire qu'on va avoir 3 mois de pause, 3 mois où justement de nouveaux accords commerciaux vont pouvoir être renégociés, d'accord, notamment avec le Canada, le Mexique, l'Union Européenne et la Chine, si jamais justement ces renégociations ne vont pas envers justement les intérêts de Donald Trump. Il en sera certain que les tarifs douaniers viendront prendre place une seconde fois et de manière beaucoup plus agressive. On pourrait se poser la question philosophique, est-ce que c'est ça qui va créer ou non la récession, d'accord? À mon sens, je ne pense pas, ok, mais on voit bien qu'on a un copier-coller pour ceux qui ont justement l'historique de ce que Trump avait fait à l'époque avec l'ALENA, notamment avec le Mexique et le Canada, d'accord, et maintenant on a le USMCA qui a été évoqué et voté justement le 1er juillet 2020, d'accord, on a vraiment eu, on va dire, une renégociation complète et totale de la part de Donald Trump vis-à-vis justement de l'aspect manufacturier aux États-Unis. Donc on va pouvoir aller voir sur les écrans ce que ça a donné, mais effectivement le fait que Donald Trump, que la Chine remette 34%, puis que les États-Unis remettent à 104%, puis 125%, mais que Donald Trump fasse une pause globale de 90 jours, bah forcément ça a provoqué beaucoup de volatilité et on va essayer d'aller observer ça de très près. De retour sur les écrans, donc effectivement hier Donald Trump a annoncé une pause de 90 jours dans les tarifs douaniers, et donc ici on a justement le S&P 500 qui a explosé légitimement de quasiment 15% au moment où je vais tourner la vidéo. Donc le lendemain on est à peu près ici sur finalement les graphiques, ok, ce très gros downfall de prix. Donc vous voyez on était exactement là, cette très grosse jambe baissière ici a été inclue par les 34% de tarifs douaniers proposés par la Chine envers les États-Unis, et depuis que Donald Trump finalement a mis en pause un petit peu tous les tarifs douaniers, bon ici on a eu une belle ouverture haussière, d'accord, donc c'est quand même assez important. On retrouve ça exactement aussi sur le CAC 40 juste ici, sur le UK 100 évidemment qui est l'indice britannique, sur le DAX sans aucun doute, mais aussi beaucoup sur les crypto-monnaies, d'accord, qui sont potentiellement en train de nous imprimer une réaccumulation dans l'optique de potentiellement venir chercher le nouveau top ici, d'accord, pour par la suite avoir vraiment le déclenchement du bear market sur évidemment une intuition de récession aux États-Unis comme on le travaille maintenant depuis un long moment, d'accord. Encore une fois, les récessions sont parfaitement pilotées par justement les organes régulateurs tels que la Fed ou les autres institutions. À partir du moment où il y a une observation de débordement de marché pour une croissance longue, saine et pérenne à long terme, d'accord, là on a vécu un choc économique qui est différent d'une récession. Attention, les chocs économiques peuvent provoquer des récessions. Par exemple en 2008, le choc économique de Lehman Brothers qui a fait faillite a provoqué la récession de 2008, mais encore une fois il y avait déjà d'autres choses qui s'étaient mis en place auparavant. Évidemment on a le VIX, l'indice de volatilité, qui avait été chercher ce très gros niveau historique, quasiment les 50, d'accord, hein, c'est à chaque fois qu'on arrivait là-dessus, je peux vous le mettre, c'était des récessions. Donc ici la crise des dettes souveraines, ici justement 2008, d'accord, là on avait la crise de 2000 avec les dot-com, ici la crise de 2020, ici juillet 2024 le débooking du carry trade au Japon, donc l'année dernière, et ici justement l'annonce des tarifs douaniers de la part de Donald Trump. Donc on a à peu près 3 mois devant nous de calme, de sympathie et forcément de bon augure. Donc est-ce que c'est ce qui va pouvoir permettre au bullrun de pouvoir se déclencher, d'aller nous récupérer finalement un cycle plutôt positif? Il en est fort probable, d'accord. Maintenant on va essayer d'observer un petit peu ce que ça peut donner d'un point de vue des indices. Je m'attends à ce qu'on récupère en toute logique ces niveaux-ci, si encore une fois, et je prends des grosses pincettes, il n'y a pas de débordement de la part de Donald Trump, d'accord. Mais encore une fois, quand les marchés ne sont plus économiques et
qui sont politiques, eh ben on est sur des marchés qui sont débiles, d'accord, qui agissent n'importe comment. Encore une fois, quand vous allez attendre par exemple le discours de Powell ou le discours par exemple du Banque Centrale du Japon ou quoi que ce soit, c'est écrit sur votre calendrier économique, vous savez que ça va intervenir là. On a une certaine imprévisibilité avec Donald Trump qui fait que le trading est tout de suite beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Le pétrole ici qui avait drastiquement chuté ici, d'accord, hein, qui avait pris ici quasiment depuis son plus haut, quasiment moins 25%, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc forcément des entreprises comme Chevron ici se sont vues fortement affectées par tout ça. ExxonMobil c'est exactement la même chose, d'accord, un très gros chute ici d'ExxonMobil. Donc on verra un petit peu ce que ça peut nous donner. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve dans un prochain format, j'espère que ça vous a plu, on se dit à plus tard, salut tout le monde, ciao ciao.